Une veuve meurtrie, deux fillettes vulnérables et un bûcheron solitaire qui refusait de détourner le regard. Lorsque leurs mondes entrèrent en collision dans les contrées sauvages de la frontière, la survie devint bien plus qu'une lutte, elle devint un choix. Mais le passé ne lâche pas prise facilement, et l'hiver approchait à grands pas. Dans la bourgade isolée de Val-des-Cèdres, en 1883, où l'odeur de la résine fraîchement coupée imprégnait perpétuellement l'air, Elias Thorne se distinguait parmi les autres hommes des bois. Sa réputation de force herculéenne n'avait d'égal que son goût pour la solitude. Les habitants s'étaient habitués à sa présence silencieuse, à la façon dont il touchait le bord de son chapeau usé en guise de salutation, sans jamais engager de conversation au-delà du strict nécessaire. Par cette matinée d'automne, alors qu'une lumière dorée filtrait à travers les cimes imposantes, Elias chargeait son chariot de provisions au comptoir général de Samuel. Ses larges épaules bougeaient avec une efficacité rodée, tandis qu'il serrait les cordes autour des sacs de farine et de haricots. « Bonjour Elias !» lança Samuel depuis le porche de son magasin. « J'ai entendu dire qu'il y a du grabuge à la ferme des Gao. » Elias s'immobilisa, ses mains se figeant sur le cordage. « Quel genre de grabuge ?»« Ce vaurien de Marie. Les gens disent avoir entendu des cris encore hier soir. La 3e fois ce mois-ci. » Samuel secoua la tête avec dépit. « Le shérif ne fera rien. Il dit que c'est une affaire de famille. » La mâchoire d'Elias se contracta sous sa barbe épaisse. Il avait aperçu Mei Gao en ville à quelques reprises, une immigrante qui avait épousé un fermier local. Elle gardait toujours les yeux baissés, dissimulant tant bien que mal des bleus sous ses vêtements. « Où est son mari à présent ?» demanda Elias, sa voix grave et rocailleuse par manque d'usage. « Parti à la grande ville pour vendre les récoltes. Il ne sera pas de retour avant demain, j'imagine. » Elias hocha la tête une seule fois, puis monta sur son chariot sans un mot de plus. Au lieu de prendre la route menant à sa cabane au fond des bois, il dirigea ses chevaux vers la ferme des Gao, à la lisière de la ville. En approchant de la modeste bâtisse, il remarqua le silence de mort qui planait sur la propriété. Aucune fumée ne s'élevait de la cheminée malgré la fraîcheur matinale. Lorsqu'il mit pied à terre, le seul son perceptible était le vent bruissant dans le champ de maïs voisin. Il frappa à la porte. Aucune réponse. Il frappa de nouveau, plus fort. « Madame Gao, c'est Elias Thorne !» Un faible bruit de pas traînants se fit entendre à l'intérieur, puis le silence revint. Elias attendit, patient comme seul un homme vivant au rythme de la nature sauvage pouvait l'être. Finalement, la porte s'entr'ouvrit en grinçant, juste assez pour qu'il aperçoive une partie du visage de Mei et l'hématome violacé qui s'étalait sur sa pommette. « Monsieur Thorne » murmura-t-elle, son accent prononcé mais son français clair. « Mon mari n'est pas là. »« Je sais, » dit Elias. « Je suis venu voir si vous aviez besoin d'aide. » Ses yeux s'agrandirent de peur. « Non, non, je vais bien, s'il vous plaît, partez. » Mais alors qu'elle s'apprêtait à refermer la porte, les pleurs d'un bébé déchirèrent l'air. Le visage de Mei se décomposa et elle jeta un coup d'œil nerveux par-dessus son épaule. « Madame Gao, » dit Elias fermement, « laissez-moi entrer. » Après un moment d'hésitation, elle recula, ouvrant la porte juste assez pour le laisser passer. L'intérieur de la maison était propre mais austère. Dans un coin, un berceau abritait un nourrisson au visage rouge, âgé de quelques semaines tout au plus. À côté, une fillette de 3 ans était assise par terre, fixant Elias avec de grands yeux effrayés. « Vos enfants ?» demanda Elias, bien que la réponse fût évidente. Mei hocha la tête, s'approchant pour soulever le bébé qui pleurait. « Mes filles, Lila et celle-ci, nous ne lui avons pas encore donné de nom. » Elias remarqua la grimace de douleur de Mei lorsqu'elle se pencha pour prendre l'enfant. Un de ses bras protégeait instinctivement ses côtes. Alors qu'elle apaisait le bébé, sa manche glissa, révélant les marques de doigts imprimées en bleu sombre sur son poignet. « Il vous bat !» déclara Elias sans détour. Mei ne répondit pas immédiatement. Quand elle le fit, sa voix était à peine audible. « Il voulait des fils. Il dit que je ne lui donne que des filles inutiles. »
Elle déglutit péniblement. Hier soir, il a dit qu'à son retour de la ville, il emmènerait le bébé à l'orphelinat. Il dit que nous ne pouvons pas nourrir une autre bouche qui ne travaillera jamais au champ. Quelque chose de froid et de dur se figea dans la poitrine d'Elias. Il avait vu assez du monde pour savoir ce qu'il advenait des enfants abandonnés, surtout des filles. Sa propre sœur avait été envoyée dans un orphelinat après la mort de leurs parents. Il ne l'avait jamais revue. « Vous venez avec moi, dit-il brusquement. May leva les yeux, choqué. « Quoi ? Prenez tout ce que vous pouvez porter, vous et vos filles, vous venez avec moi. » « Je ne peux pas partir, il me trouvera, il me tuera. »« Pas là où je vous emmène, » affirma Elias avec une certitude tranquille. « Ma cabane est à 3 heures de marche dans la forêt profonde. Personne ne vient là-bas, sauf si je le veux. » May serra son bébé plus fort. « Pourquoi nous aideriez-vous ? Vous ne me connaissez pas. » Le visage buriné d'Elias ne trahissait rien, mais ses yeux contenaient une profondeur de compréhension qui fit taire May. « J'en sais assez, » dit-il simplement. « Aucun enfant ne mérite d'être jeté comme un déchet. Aucune femme ne mérite d'être battue pour avoir donné la vie. » Dehors, un corbeau croassa, brisant le silence qui s'était installé entre eux. May regarda son bébé, puis sa fille aînée qui les observait avec gravité. « Si je viens avec vous, finit-elle par dire, qu'arrivera-t-il quand l'hiver viendra ? Vous serez au chaud, et je vous promets que vous serez en sécurité. C'est tout ce que je peux offrir pour l'instant. » May prit une profonde inspiration, grimaçant à cause de la douleur dans ses côtes. Puis, avec un signe de tête décisif, elle tendit le bébé à Elias et commença à rassembler leurs maigres affaires. Alors qu'Elias tenait le minuscule nourrisson, sentant son poids délicat dans ses mains calleuses, il se demanda dans quoi il s'embarquait. Il vivait seul depuis 15 ans, depuis son retour de la guerre. Sa cabane n'avait qu'une seule pièce, et il ne savait rien de la manière de s'occuper d'une femme ou d'enfant. Mais alors que les minuscules doigts du bébé s'enroulaient autour de son pouce, il sut avec une certitude absolue qu'il faisait ce qu'il fallait. Le voyage jusqu'au refuge d'Elias prit plus de temps que prévu. Les blessures de May ralentissaient leur allure, et les enfants nécessitaient des arrêts fréquents. Alors que le soleil entamait sa descente derrière les pins majestueux, projetant de longues ombres sur le sol forestier, Elias guida ses chevaux plus profondément dans les terres sauvages. Le chariot grinçait et tanguait le long d'un sentier étroit que peu de gens connaissaient. « On est presque arrivé ?» demanda Lila, sa petite voix teintée d'épuisement. La fillette de 3 ans avait été remarquablement silencieuse tout au long du trajet, ses yeux écarquillés absorbant l'environnement forestier inconnu. « Plus très loin, » répondit Elias, d'une voix plus douce que May ne l'avait jamais entendue. « Tu vois ces 3 grands pins qui se dressent ensemble ? Ma cabane est juste derrière. » May était assise à côté de lui sur le banc du chariot, le bébé endormi dans ses bras. Elle avait à peine parlé, son esprit oscillant entre la peur, le doute et un espoir désespéré. Et si son mari les traquait ? Et si cet homme étrange et solitaire avait des arrière-pensées ? Et s'il mourait de faim dans la nature ? Pourtant, quelque chose dans la force tranquille d'Elias la rassurait. Il n'avait posé aucune question, n'avait exigé aucune explication. Il avait simplement offert son aide quand personne d'autre ne l'avait fait. « Monsieur Thorne, » risqua-t-elle avec hésitation, « je ne sais pas comment vous remercier. » Elias garda les yeux fixés sur la piste. « Pas besoin de remerciements. Et appelez-moi Elias. » Ils franchirent une petite colline et soudain, la cabane apparut. Elle était plus grande que ce que May avait imaginé, construite de rondins solides avec une cheminée en pierre. Une petite grange se dressait à proximité et derrière la cabane, un potager s'étendait vers la lisière des arbres. Tout dans cet endroit témoignait d'un entretien méticuleux et de solitude. « Ce n'est pas grand-chose, » dit Elias, prenant son silence pour de la déception. « Mais c'est solide, ça garde le froid dehors en hiver. »« C'est magnifique, » dit May sincèrement. Après des années dans la ferme pleine de courants d'air de son mari, la cabane d'Elias ressemblait à un palais. Il les aida à descendre du chariot, puis porta leurs quelques affaires à l'intérieur.
L'intérieur était simple, mais étonnamment confortable. Une grande cheminée en pierre dominait un mur, avec un coin cuisine à côté. Une table en bois et des chaises trônaient au centre. Le long du mur du fond se trouvait un lit avec un matelas de paille, et au-dessus, une petite mezzanine accessible par une échelle. « Vous et les enfants prendrez le lit, » dit Elias en posant leur paquet sur la table. « Je dormirai là-haut. » May ressentit un élan de gratitude mêlé de gêne. « Nous prenons votre lit, c'est trop. »« Ce n'est rien, » répondit-il, s'activant déjà pour allumer le feu. « Vous êtes blessé, vous avez besoin de repos. » Tandis que la chaleur commençait à envahir la cabane, Elias apporta plus de bois de chauffage, puis disparut à nouveau dehors. Il revint avec un seau d'eau fraîche et quelques pommes de terre de son jardin. « Je vais nous préparer quelque chose à manger, » dit-il en posant les tubercules près du feu. « Laissez-moi vous aider, s'il vous plaît, » insista May, déposant soigneusement son bébé endormi sur le lit. « Je sais cuisiner. » Pendant un instant, Elias sembla sur le point de refuser, mais il finit par hocher la tête. « D'accord. » Ils travaillèrent côte à côte dans un silence complice. May découvrit que bien que la cabane d'Elias fût un repère de célibataires, elle était étonnamment bien approvisionnée. Il y avait des herbes séchées suspendues aux poutres, des bocaux de fruits conservés sur les étagères, et même un petit baril de farine. « Vous vivez bien ici ?» observa-t-elle en coupant les légumes pour le ragoût. « J'essaie d'être prévoyant, » répondit-il. « Les hivers sont longs. On ne peut pas toujours aller en ville. » Lila, qui avait exploré la cabane avec curiosité, vint se placer à côté d'Elias alors qu'il tisonnait le feu. « Êtes-vous un géant ?» demanda-t-elle soudainement. La question lui arracha un petit rire, un son rouillé comme s'il était rarement utilisé. « Non, juste grand. »« Papa dit que les géants mangent les petites filles, » poursuivit Lila avec solennité. « C'est pour ça que vous nous avez amenés ici ?» May sursauta, choquée par l'audace de l'enfant. « Lila, ce n'est pas poli. » Mais Elias s'agenouilla lentement pour se mettre à la hauteur de l'enfant, le visage grave. « Je ne suis pas un géant, petite, et je ne mange ni les petites filles, ni personne d'autre. Je vous ai amené ici parce que parfois, les gens ont besoin d'aide. Et quand c'est le cas, ceux qui le peuvent doivent la leur offrir. » Lila réfléchit un instant, ses sourcils froncés. « Papa n'aide pas les gens. »« Certaines personnes oublient comment faire, » répondit simplement Elias avant de se relever pour retourner s'occuper du feu. Plus tard, alors qu'il mangeait le ragoût copieux à la lueur des flammes, May observa le bûcheron à la dérobée. Ses mains étaient massives, calleuses après des années de labeur, et pourtant il maniait sa cuillère avec une délicatesse surprenante. Sa barbe ne parvenait pas à dissimuler entièrement la cicatrice qui courait le long de sa mâchoire, et ses yeux portaient des ombres qui parlaient de vieilles douleurs. « Vous avez fait la guerre ?» dit-elle soudainement, la réalisation la frappant. Elias leva les yeux, surpris. « Oui, comment le savez-vous ?»« Mon père était militaire en Chine. Il avait cette même façon de s'asseoir, toujours face à la porte, toujours aux aguets. » Elias hocha la tête une fois, sans confirmer ni nier davantage. « Étiez-vous officier ?»« Non, juste un soldat. » Il posa sa cuillère. « Madame Gao ?» May, l'interrompit-elle doucement. « Si je dois vous appeler Elias, vous devez m'appeler May. »« May, » corrigea-t-il. « Vous devez savoir que votre mari pourrait venir vous chercher. Quand il rentrera de la ville et qu'il verra que vous êtes parti... » Elle se tendit, sa main effleurant instinctivement sa joue meurtrie. « Je sais. Je ne pense pas qu'il trouvera cet endroit. Peu de gens en connaissent l'existence. Mais s'il y parvient... » La voix d'Elias se durcit. « Il ne vous reprendra pas, ni vous, ni les enfants, je vous le promets. » La ferveur protectrice dans sa voix fit monter des larmes inattendues aux yeux de May. Personne ne l'avait protégée depuis la mort de son père, depuis qu'elle avait été envoyée de l'autre côté de l'océan comme épouse par correspondance, pour ne découvrir que la cruauté qui l'attendait. « Pourquoi, murmura-t-elle, pourquoi risqueriez-vous votre vie pour nous, pour des étrangers ?» Elias resta silencieux si longtemps que May crut qu'il ne répondrait pas.
Lorsqu'il parla enfin, sa voix était basse, comme s'il se parlait à lui-même. J'avais une sœur, plus jeune que moi. Après la mort de nos parents, ils l'ont envoyée dans un orphelinat. J'avais 18 ans, assez vieux pour tracer ma route, mais pas assez pour m'occuper d'elle, disait-il. Sa main se serra autour de sa cuillère jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. J'avais promis de revenir la chercher. Mais la guerre a éclaté. Le temps que je revienne, elle était partie. Personne n'a voulu me dire où. Il leva les yeux, croisant le regard de May. Il y a des promesses qu'on ne peut pas tenir, mais il y a des torts qu'on peut empêcher si on en a la chance. Le bébé se mit à pleurer, épargnant à May la nécessité de répondre à travers le nœud qui lui serrait la gorge. En se levant pour s'occuper de sa fille, elle posa une main légère sur l'épaule d'Elias. Aucun mot n'était nécessaire. Cette nuit-là, alors que May était allongée dans le lit d'Elias avec ses filles, écoutant les sons inconnus de la forêt et le craquement occasionnel du plancher de la mezzanine où dormait le bûcheron, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années. L'espoir. Les jours passèrent, s'étirant progressivement en semaines. Le rythme de vie dans la cabane forestière trouva sa propre cadence. Elias se levait avant l'aube pour travailler, May s'occupait des enfants et de la tenue du foyer. À mesure que ses blessures guérissaient, elle assumait davantage de responsabilités, s'occupant du jardin et préservant les dernières récoltes d'automne pour l'hiver à venir. Octobre apporta un air vif et des feuilles d'or et de pourpre. Le bébé, qu'ils avaient commencé à appeler Rose, en hommage aux églantiers sauvages qui poussaient près de la cabane, s'épanouissait sous les soins de May, son petit visage s'arrondissant chaque jour davantage. Lila suivait Elias comme une ombre, dès qu'il était à la maison, le harcelant de questions interminables, auxquelles il répondait avec une patience surprenante. « Pourquoi les arbres perdent-ils leurs feuilles ?» demanda-t-elle un soir alors qu'Elias fendait des bûches pour la cheminée. « Pour qu'ils puissent dormir pendant l'hiver ?» répondit-il, sa hache s'élevant et s'abattant en un rythme régulier. « Comme toi quand tu enlèves tes vêtements avant de te mettre au lit ?» Lila réfléchit à cette réponse. « Est-ce qu'ils font des rêves ?» Elias s'arrêta, essuyant la sueur de son front malgré l'air frais. « Peut-être. De quoi rêverait un arbre à ton avis ?»« D'oiseaux ?» décida fermement Lila. « Et d'écureuils qui racontent des histoires. » Assise sur le porche, en train de repriser l'une des chemises d'Elias, May observait la scène avec une chaleur dans la poitrine. Lila n'avait jamais connu la douceur d'un homme auparavant. Son père n'avait montré qu'impatience et déception envers ses filles. Plus tard ce soir-là, une fois les enfants endormis, May et Elias s'assirent près du feu, comme c'était devenu leur habitude. Ces soirées calmes avaient glissé d'un silence gêné à une compagnie confortable. « Je dois aller en ville demain, » dit Elias. Il sculptait un petit cheval de bois pour Lila, son couteau façonnant soigneusement la crinière. « Nous manquons de farine et de sel. » May hocha la tête, essayant de dissimuler la peur immédiate qui l'envahissait. Chaque voyage en ville portait le risque d'avoir des nouvelles de son mari. « Y a-t-il eu des rumeurs ?» demanda-t-elle doucement. Les mains d'Elias se figèrent un instant. « La dernière fois que j'y étais, il y a 2 semaines, les gens parlaient. Votre mari a posé des questions, offert de l'argent pour des informations. » Il la regarda. « Mais personne ne sait que vous êtes avec moi. Pour ce que la ville en sait, vous pourriez être retourné en Chine ou parti pour la Californie. » May posa son ouvrage. « Et si quelqu'un vous suivait jusqu'ici ?»« Ils ne le feront pas, » affirma Elias avec une confiance tranquille. « Je connais ces bois mieux que quiconque. Je prendrai mes précautions. » Ils restèrent silencieux un moment. Les seuls sons étaient le crépitement du feu et le doux raclement du couteau d'Elias contre le bois. « J'ai réfléchi, » dit finalement May, ses doigts jouant nerveusement avec un fil. « Quand le printemps viendra, peut-être devrions-nous partir, aller quelque part loin d'ici où il ne pourra pas nous trouver. » Les mains d'Elias s'immobilisèrent de nouveau. « Vous voulez partir ?»« Pas à cause de vous, » s'empressa-t-elle de préciser. « Vous avez été plus gentil que je n'aurais jamais osé l'espérer. Mais je ne peux pas me cacher dans votre cabane éternellement. Ce n'est pas juste pour vous. »
Vous n'avez pas demandé à ce qu'une femme et 2 enfants bouleversent votre vie. Elias posa la sculpture et le couteau. À la lueur du feu, son expression était indéchiffrable. Où iriez-vous ? Demanda-t-il. En Californie, peut-être ? J'ai entendu dire qu'il y a des communautés chinoises là-bas. Ou plus au nord, vers le Canada. Voyager seul avec 2 jeunes enfants serait dangereux, dit-il, sa voix soigneusement neutre. Surtout avec l'hiver qui arrive. Mieux vaut attendre au moins le printemps. Oui, convint May. Bien sûr, aucun d'eux ne parla de ce qui flottait, inexprimé entre eux. En quelques semaines de vie commune, quelque chose avait changé. Les frontières entre l'autre réticent et l'invité désespéré s'étaient estompées pour devenir quelque chose qu'aucun d'eux n'avait anticipé. Le lendemain matin, Elias se prépara à partir pour la ville plus tôt que d'habitude. May s'était levée avant l'aube pour lui préparer un paquet de nourriture pour le voyage. « Je devrais être de retour à la tombée de la nuit », lui dit-il en vérifiant son fusil. « Gardez la porte barrée. Ne vous éloignez pas de la cabane. »« Nous irons bien », l'assura-t-elle, bien qu'elle ne pût tout à fait réprimer l'anxiété qui montait chaque fois qu'il partait. Elias hésita sur le seuil, la regardant avec une expression qu'elle ne put interpréter. Pendant un instant, elle crut qu'il allait ajouter quelque chose, mais il se contenta de hocher la tête et disparut. La journée passa lentement. May s'occupa, ainsi que Lila, avec les corvées, le ménage, la cuisine, les soins à Rose. Mais alors que l'après-midi déclinait vers le soir sans aucun signe d'Elias, son inquiétude grandit. Elle se surprit à aller maintes fois à la fenêtre, tendant l'oreille pour percevoir le son de sabots approchant. Lorsque l'obscurité tomba sans qu'il fût rentré, elle alluma les lampes à contre-cœur et mit les enfants au lit, se disant qu'il avait simplement été retardé. Il était bien plus de minuit lorsqu'elle entendit enfin les chevaux. Le soulagement l'envahit alors qu'elle se précipitait pour débarrer la porte, mais ce sentiment se mua en horreur lorsqu'elle vit Elias mettre pied à terre. Même dans la faible lumière de la lune, elle pouvait voir que son visage était tuméfié, sa chemise déchirée et tachée de sang. « Elias !» haleta-t-elle, se précipitant pour l'aider alors qu'il trébuchait légèrement. « Que s'est-il passé ?»« Rentrons », dit-il d'un ton sombre. Il mena les chevaux à la petite grange avant de la suivre dans la cabane. À la lumière de la lampe, ses blessures paraissaient encore pires. Une coupure profonde au-dessus de son œil avait saigné sur son visage, et ses jointures étaient à vif et enflées. « Asseyez-vous », ordonna May, s'activant déjà pour faire chauffer de l'eau. « Laissez-moi vous soigner. » Tandis qu'elle nettoyait ses plaies, il lui raconta enfin ce qui s'était passé. « Votre mari était en ville. Il buvait au saloon, offrant plus d'argent pour des informations sur vous. » Elias grimaça alors qu'elle tamponnait la coupure au-dessus de son œil. « J'ai essayé de l'éviter, j'ai fait mes échanges et je partais quand il m'a repéré. Il a commencé à poser des questions, disant qu'il avait entendu des rumeurs sur le fait que je cachais une femme chinoise. » Les mains de May tremblèrent. « Il sait que je suis ici. »« Non, » l'assura Elias, « mais il a des soupçons. Quand j'ai nié, lui et 2 de ses amis m'ont suivi hors de la ville. Ils ont essayé de me forcer à les emmener à ma cabane. » Sa mâchoire se contracta. « Je les ai convaincus que ça n'en valait pas la peine. »« Vous avez combattu 3 hommes ?» murmura May horrifiée. Un sourire sinistre traversa le visage d'Elias. « Ils se battent plus mal qu'ils ne boivent, et ils tiennent très mal l'alcool. » Le sourire s'effaça. « Mais il n'abandonnera pas. C'est un homme orgueilleux, et vous avez blessé cet orgueil en partant. » May se recula, le cœur battant de peur. « Alors nous devons partir demain. Nous ne pouvons pas rester ici maintenant qu'il a des soupçons. »« Non, » dit fermement Elias, « c'est trop dangereux. L'hiver arrive vite cette année. Les cols de montagne seront déjà enneigés. » Il prit sa main, ses doigts calleux étonnamment doux contre sa peau. « Vous êtes plus en sécurité ici, au moins jusqu'au printemps. Je connais chaque accès à cette cabane. Je peux vous protéger. » May voulut argumenter, mais elle savait qu'il avait raison. Voyager en hiver avec un bébé et une jeune enfant serait imprudent au mieux, mortel au pire. « Je suis désolée, dit-elle doucement.
J'ai apporté le malheur à votre porte. » Les yeux d'Elias rencontrèrent les siens, stables et certains. « Vous n'avez pas apporté le malheur. Vous avez ramené la vie dans cette cabane. Avant votre arrivée, je ne faisais qu'exister. Maintenant... » Il laissa sa phrase en suspens, semblant embarrassé par ses propres mots. Impulsivement, May se pencha et déposa un baiser léger sur sa joue, juste entre les ecchymoses. « Merci, murmura-t-elle, pour tout. » Cette nuit-là, alors que May s'allongeait enfin près de ses filles endormies, elle réalisa avec une clarté saisissante qu'elle ne pensait plus à partir au printemps. D'une certaine manière, en l'espace de quelques courtes semaines, cette cabane dans la nature sauvage était devenue plus un foyer que n'importe quel endroit qu'elle avait connu depuis qu'elle avait quitté la Chine. L'hiver s'abattit sur la forêt avec une rigueur implacable. La neige s'accumulait en congère autour de la cabane et des stalactites pendaient aux avant-toits comme des poignards de cristal. À l'intérieur, le feu brûlait sans relâche, maintenant l'espace exigu dans une chaleur protectrice alors que les vents hurlaient au dehors. Décembre amena Noël, une fête que May n'avait jamais vraiment célébrée. Elias la surprit en coupant un petit sapin qu'il installa à l'intérieur pour que Lise puisse le décorer avec des pommes de pin et des bouts de tissu colorés. Au matin de Noël, Lise poussa des cris de joie en découvrant le cheval de bois qu'Elias avait sculpté pour elle. Quant à May, elle dut retenir ses larmes devant le cadeau qu'il lui tendit. Un peigne en bois délicat, orné de motifs de roses entrelacés. « C'est magnifique », murmura-t-elle en passant ses doigts sur le bois poli. « Comment as-tu pu faire quelque chose d'aussi fin ?» Elias haussa les épaules, mais son regard était chaleureux en suivant ses mouvements. « J'ai eu beaucoup de temps pendant les longues soirées. Je voulais que tu aies quelque chose de beau. » Janvier apporta un froid plus intense encore, et avec lui, la maladie. La petite Rose fut prise d'une toux effrayante qui la faisait pleurer toute la nuit. Durant 3 jours terrifiants, la fièvre du bébé fit rage. May et Elias se relayèrent pour la bercer, rafraîchissant son petit corps avec des linges humides et priant leurs dieux respectifs pour obtenir leur clémence. Au 4e matin, la fièvre de Rose tomba. Alors que May tenait sa fille endormie, submergée par l'épuisement et le soulagement, Elias s'assit près d'elle sur le lit. « Elle est forte, dit-il, la voix rauque de fatigue, comme sa mère. » May leva les yeux vers lui, remarquant les cernes sombres sous ses yeux, l'inquiétude gravée sur son visage. Sans réfléchir, elle s'appuya contre son épaule. Après un moment d'hésitation, son bras l'enveloppa, la serrant contre lui. « J'ai eu si peur, avoua-t-elle. Si nous l'avions perdu. » « Mais ce n'est pas le cas, » affirma Elias avec fermeté. « Elle va s'en sortir maintenant. Nous... » Le mot resta suspendu entre eux, chargé d'un sens qu'aucun des deux n'était encore prêt à reconnaître pleinement. Février apporta des jours légèrement plus cléments, mais une neige plus profonde. Elias passait des heures à creuser des chemins de la cabane à la grange et au tas de bois. Le gibier se faisait rare, mais ses pièges fournissaient encore assez de viande pour compléter leurs provisions. Un soir, alors qu'une nouvelle tempête de neige grondait dehors, Lise posa la question qui était devenue inévitable. « Est-ce que Elias est notre nouveau papa maintenant ?» May faillit laisser tomber la cuillère avec laquelle elle remuait le ragoût. De l'autre côté de la pièce, les mains d'Elias se figèrent sur le piège qu'il réparait. « Lise, » commença May désemparée. « Monsieur Elias est notre ami qui a la gentillesse de nous laisser rester chez lui. »« Mais il s'occupe de nous comme un papa, » insista Lise. « Et il ne te frappe pas comme le faisait le vieux Chen. » L'innocence avec laquelle elle énonçait cette terrible vérité serra le cœur de May. Elle jeta un coup d'œil à Elias, qui fixait l'objet dans ses mains comme s'il détenait un secret vital. « Va te laver les mains pour le dîner, » dit doucement May. « C'est presque prêt. » Quand l'enfant eut filé vers la bassine, un silence gêné tomba entre les adultes. « Je suis désolé, » dit finalement May. « Les enfants disent ce qu'ils pensent sans comprendre. » Elias posa le piège et la regarda. « Elle comprend plus que tu ne le crois. » Il hésita, puis ajouta « Ce qu'elle a dit ne me dérange pas.
Le cœur de May manqua un battement. « Elias, tu n'as rien à dire, assura-t-il rapidement. Je sais que tu es toujours marié aux yeux de la loi, même si Chen t'a traité pire qu'un homme ne traiterait son chien. Et je sais qu'au printemps, tu voudras peut-être encore partir. » Il prit une profonde inspiration. « Mais si tu voulais rester, il y a de la place ici pour vous toutes, pour toujours. » Cette offre simple, faite avec une telle sincérité tranquille, fit monter les larmes aux yeux de May. Avant qu'elle ne puisse répondre, Rose se mit à pleurer dans son berceau, et le moment passa. Mais cette nuit-là, après que les enfants se furent endormis, May rejoignit Elias sous le porche. Malgré le froid, ils restèrent côte à côte, regardant la neige tomber au clair de lune, leur souffle formant des nuages dans l'air glacial. « Quand j'étais petite, dit doucement May, ma mère me disait que chaque flocon est un vœu fait par quelqu'un qui est passé dans l'autre monde. Plus le flocon est gros, plus le vœu est important. » Elias regarda les larges flocons qui descendaient autour d'eux. « Il doit y avoir des vœux sacrément importants qui tombent ce soir. » « Oui. » May se tourna vers lui, rassemblant son courage. « Elias, ce que tu as dit plus tôt à propos de rester, tu n'as pas besoin de décider maintenant, l'interrompit-il. Il y a le temps. » « Ce n'est pas ce que j'allais dire. » Elle inspira profondément. « Je ne veux pas partir quand le printemps viendra. Cet endroit, c'est devenu ma maison. Tu es devenu... » Elle lutta pour trouver les mots justes. Les yeux d'Elias ne quittaient pas son visage. « Qu'est-ce que je suis devenue, May ?»« Tout, chuchota-t-elle. Tu es devenu tout pour moi. » Lentement, lui laissant toutes les chances de reculer, Elias tendit la main et effleura sa joue. Cette main, si large et capable d'une telle force, berça son visage avec une douceur exquise. « Je n'aurais jamais cru avoir une famille à nouveau, » dit-il, sa voix à peine audible au-dessus du vent. « Je n'aurais jamais cru en vouloir une. Mais toi et les filles, vous avez changé quelque chose en moi, réveillé quelque chose que je croyais mort. » May se pencha contre sa main. « Nous ne sommes pas vraiment une famille, pas encore. »« Nous pourrions l'être, » dit-il. « Quand le printemps viendra, nous pourrions aller au comté voisin, trouver un pasteur. Mais seulement si Chen... » « Il y a des moyens, » dit May, pensant au papier de divorce qui existait dans la loi, même si c'était rare. « Si nous pouvons prouver sa cruauté, nous trouverons un moyen, ensemble. » La promesse contenue dans ce seul mot réchauffa May plus que n'importe quel feu. Se hissant sur la pointe des pieds, elle pressa ses lèvres contre les siennes, un baiser aussi doux que les flocons de neige qui tombaient autour d'eux. Mars apporta les premiers signes du dégel. Des plaques de terre nue commencèrent à apparaître sous la neige fondante, et le ruisseau derrière la cabane charriait une eau glacée et rapide. Avec le redoux vint une vigilance accrue. Elias passait plus de temps à surveiller les abords de la cabane, craignant que Chen ne tente de les retrouver une fois les sentiers praticables. Un après-midi, alors que May étendait le linge sur une corde tendue entre deux pins, elle entendit le bruit distant de chevaux en approche. Son cœur bondit dans sa poitrine. Elle attrapa Lise, qui jouait à proximité, et se précipita à l'intérieur. « Quelqu'un arrive !» dit-elle à Elias, qui réparait une chaise près du feu. « 2 cavaliers, peut-être 3. » Elias fut sur ses pieds instantanément, saisissant sa carabine. « Emmène les enfants à la cave à légumes. Restez-y jusqu'à ce que je vienne vous chercher. »« Elias, non !»« Si c'est Chen, ça n'en viendra pas à la violence si je peux l'éviter, » promit-il. « Mais j'ai besoin de savoir que toi et les filles êtes en sécurité. » À contre-cœur, May prit Rose dans son berceau et guida Lise vers la trappe dans le plancher de la cuisine. La cave était petite et sombre, mais elle les cacherait si nécessaire. « Sois prudent, » chuchota-t-elle avant de descendre l'échelle. D'en bas, elle entendit le bruit étouffé des chevaux qui arrivaient, des voix d'hommes, puis le ton plus grave d'Elias qui répondait. Elle s'efforça de distinguer les mots, mais l'épais bois du plancher les masquait. Puis
vint le son qu'elle redoutait. Des voix élevées, des cris de colère et le bruit inconfondable d'une lutte. Lise gémit de peur, et May la serra contre elle, son cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'on pouvait l'entendre au-dessus d'elle. Un coup de feu déchira l'air, suivi d'un silence de mort. May se figea, la terreur saisissant ses poumons. Qui avait tiré? Qui avait été touché? La question hurlait dans son esprit, alors qu'elle s'agrippait à ses enfants, incapable de bouger, incapable de respirer. Puis vinrent le bruit de bottes sur le plancher, se dirigeant vers la trappe. May se pressa avec les enfants dans le coin le plus sombre, priant pour que quiconque cherchait ne les trouve pas. La trappe se souleva. « May, c'est fini !» La voix d'Elias envoya une vague de soulagement si puissante qu'elle faillit s'effondrer. « Nous sommes là !» appela-t-elle, la voix tremblante. Quand ils émergèrent de la cave, elle vit que la chemise d'Elias était déchirée à nouveau et qu'une ecchymose fraîche se formait sur sa mâchoire. Mais il était vivant, entier. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle en regardant craintivement vers la porte. « C'était Chen ?» Elias hocha sombrement la tête. « Lui et 2 hommes de main. Il me traquait depuis ma dernière visite en ville. » Il la guida vers une chaise, ses mains fermes sur son coude. « Ils ne nous ennuieront plus. » La peur agrippa le cœur de May. « As-tu… » ?»« Non, assura rapidement Elias. « J'ai tiré un coup de semonce. Je leur ai dit que le prochain ne manquerait pas sa cible. Chen est peut-être une brute, mais c'est un lâche dans l'âme. » Quand il a vu que j'étais sérieux, il a reculé. « Il reviendra, » dit May, certaine de ce qu'elle avançait. « Avec plus d'hommes la prochaine fois. »« Non, il ne reviendra pas. » Elias s'assit près d'elle, prenant sa main dans la sienne. « Je lui ai fait une offre. Je lui ai cédé mes propres terres, celles de la concession forestière, en échange des papiers du divorce signés. Je lui ai dit qu'il pouvait raconter à tout le monde que tu étais morte s'il voulait sauver la face. » May le regarda, incrédule. « Tu as donné tes terres? Tout ce que tu possèdes ?»« C'est juste de la terre, » dit simplement Elias. « Je peux toujours en acquérir d'autres. Ce que je ne peux pas remplacer, c'est toi et les filles. » Il pressa doucement sa main. Chen a accepté. Il chevauche vers la ville en ce moment même pour signer les papiers avec le greffier du comté. D'ici demain, tu seras libre de lui. Les larmes remplirent les yeux de May, roulant sur ses joues. « Libre », murmura-t-elle, le mot ayant un goût étrange et merveilleux sur sa langue. Elias essuya une larme de sa joue avec son pouce. « Et ensuite, si tu le veux toujours, nous pourrons aller au comté voisin, trouver ce pasteur. » May regarda autour de la cabane qui était devenue son sanctuaire, regarda Lise jouant tranquillement près du feu et Rose dormant paisiblement dans ses bras. Puis elle regarda Elias, cet homme calme et fort qui les avait sauvés de toutes les manières dont une personne peut être sauvée. « Oui, » dit-elle en souriant à travers ses larmes, « je le veux plus que tout. » Dehors, la dernière neige de l'hiver fondait, révélant de tendres pousses vertes perçant à travers le sol. Le printemps était arrivé, apportant avec lui non pas la nécessité de fuir, mais la promesse de nouveaux commencements, ici même, là où ils étaient.